mode opératoire reculé leur énième crime sur le continent africain. Et elles ne sont pas prêtes de ronger leur glaive assoiffée de sang. Eh bien, Idriss Déby Itno est tombé. Ils l'ont assassiné dans une lâcheté qui n'a d'égal que la misère mentale des deux acolytes habituels. Pour le pouvoir, pour l'un, le mandataire, un pouvoir éphémère, juste le temps d'accomplir les basses besoins du bourreau, en chef qui finit toujours par se débarrasser à son tour de l'exécutant servile, le nègre de maison, l'idiot utile. L'Afrique en constitue aujourd'hui un vivier. Triste référence. Pour l'autre, le maître, un pouvoir plusieurs fois séculaire, maintenu par les mêmes méthodes depuis au moins la conférence de Berlin de 1884-1885, mais plus longtemps avant, depuis la malheureuse rencontre entre l'Europe et l'Afrique au XVe siècle. Depuis ces deux dates, eh bien, le commanditaire a pris ses aises dans des pratiques mafieuses dont il a maille à se départir depuis que ces méthodes funestes, défraîchies, lui garantissent confort et domination perpétrée sans trop de peine. Vous l'aurez compris, le malheur de l'Afrique tient à deux catégories de personnages, les ennemis de l'intérieur et les ennemis de l'extérieur. Si le premier, il faut le dire ainsi, est plus insidieux, c'est bien le second qui est le plus vicieux. Cerveau de toutes les opérations d'assassinat, de déstabilisation et de trafic d'influence depuis au moins un siècle en Afrique. De Barthélemy Boganda en 1959, en République centrafricaine, de Kadhafi en Libye en 2012, en passant par Sylvanus Olympio du Togo en 1963, sans oublier François Tombalbaye du Tchad en 1975, Thomas Sankara du Burkina Faso en 1987, Nyobe en 1958 et Félix Moumié en 1960 du Cameroun. Et la liste est loin d'être exhaustive. La liste des chefs, surtout de l'assassin en chef, il faut le dire comme ça, des libertés pourtant auto-érigées, en pays des droits de l'homme, c'est toujours illustré par sa puissance de nuisance sur le continent de Soundiata Keita. Cet exterminateur est bien, il faut le dire comme ça, la seule ancienne colonie dont l'apparente et très éphémère prospérité ne tient qu'au système de pillage systématique de l'Afrique, parti d'un concept moribond de France-Afrique, qu'un héros d'un certain 18 juin a savamment mis sur pied au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Depuis, tous frappés de paresse, doublés de malhonnêteté intellectuelle, congénitale, les successeurs du géant que par la taille n'ont jamais pu inventer un autre modèle que celui de la France sans su sur l'Afrique. Résultat des courses, la France s'accroche sans jamais pouvoir ni savoir se défaire de son pitoyable statut de parasite éternel, au point où même ses voisins européens commencent à s'en agacer. Mais la conséquence pour l'Afrique, c'est le chantage à la déstabilisation. Pour quiconque refuserait de se soumettre en affichant la moindre velléité de liberté. Le prédateur attitré de l'Afrique depuis la fin de la guerre des 100 ans en 1453, n'a jamais pu se défaire et surtout se refaire une santé économique en dehors de la traite négrière, la colonisation et le néocolonialisme actuel. Et ce n'est pas dans sa situation de décrépitude économique avancée actuelle qu'elle daignera changer de paradigme. Eh bien, depuis, la France s'est spécialisée dans la stratégie du chaos, verrouillée par des accords criminels après la Seconde Guerre mondiale, avec notamment la création par 3 Français du franc CFA, mais aussi des accords monétaires militaires, des accords économiques et politiques, officiels et officieux, après les pseudo-indépendances des années 1960, qui allaient sceller le sort de centaines de millions d'Africains. Bien, Jacques Foccart, le cerveau du général opportuniste, allait faire aujourd'hui chanter les chefs d'État africains en les imposant et en les démettant à sa guise. Depuis, les réseaux bien huilés de ces abominables semeurs de misère continuent de faire des victimes. Mais, à chaque fois qu'un chef d'État africain prit l'initiative de prendre et surtout de mettre sur pied la rupture totale avec la France et l'Occident, eh bien, messieurs, vous connaissez la suite. Il a été assassiné. Mais commençons déjà par regarder, messieurs, avec vous ce matin, cette vidéo qui date bien sûr d'il y a quelques jours, pendant, il faut le dire comme ça, la campagne électorale du côté du Tchad. Eh bien, le maréchal Idriss Déby Itno en parle. Il veut la rupture totale avec la France. Substitut aux ennemis de cette nation. Vous trouverez ailleurs en Afrique la même chose. Des gens qui se substituent d'hier à ceux qui nous ont colonisés, à ceux qui nous ont pillés, pour encore nous maintenir dans l'esclavage, dans le colonialisme
continuer à appuyer nos richesses et plus jamais et plus jamais, nous Africains, nous devions nous battre tous azimuts. Ça ne se donne pas, ça s'arrache. On doit arracher comme on doit arracher cela. On doit arracher cela. Aujourd'hui, tous les pays connaissent, beaucoup de pays connaissent des problèmes d'insécurité. Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est tombé du ciel? Financé par qui? Armé par qui? C'est l'extérieur toujours. Donc, toutes les stratégies sont montées pour que le continent n'avance pas. Toutes les stratégies sont montées pour que l'Afrique reste ce qu'elle est aujourd'hui. Et on continue à assassiner les hommes politiques. On continue à assassiner, comme on a assassiné François Tobarbaye, qui avait refusé le pétrole, de donner à la France, et qui a donné aux Américains. Et il avait dit, le jour où signait la convention avec ExxonMobil en son temps, Bonoko en son temps, à Toba, en 1972, je suis en train de signer mon arrêt de mort. C'est ce qu'il avait dit en son temps. Et exactement, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc, et lorsqu'on écoute justement Idriss Déby Itno dans cet élément, messieurs, on comprend pertinemment que lui-même venait de signer son arrêt de mort. Je me tourne vers vous, docteur Yamin Timba, pour prendre votre réaction. La vérité est que la seule chose que nous pouvons dire aujourd'hui, lorsque nous considérons l'enchaînement des événements depuis pratiquement 4-5 ans, c'est que le moment est venu, effectivement, de réaliser cette rupture. Nous allons pleurer, nous allons dire que nous avons perdu un aîné, un président de la République, un soldat, quelqu'un qui, dans tous les cas, l'homme que nous avons connu ces 10 ou 15 dernières années, était devenu effectivement une personne qui avait su restaurer la connexion avec le peuple. Parce que le problème avec la plupart des élites, quelquefois, enfin, élite, vous avez toujours dit l'Afrique n'a pas d'élite en réalité, la plupart des dirigeants politiques, c'est qu'il y a une déconnexion totale avec le peuple. Et là, on a quelqu'un qui avait réussi à reconstruire, la connexion entre le décideur politique qu'il était et le peuple qu'il dirigeait. Cette reconnexion ou cette connexion est l'une des choses qu'il faut toujours casser en Afrique. Or, c'est dans cette connexion que se trouve l'essence du contrat social. Le problème de l'Afrique francophone, c'est qu'elle n'a pas de contrat social, contrairement aux autres parties de l'Afrique. En Afrique, vous avez, comme on vous dit par exemple, des gens qui arrivent dans des avions et qui vont aller diriger un pays. Aucune connexion, aucune relation. Et donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que vous avez donc systématiquement, à un moment donné, des gens qui sont obligés, ou des gens qui reconnaissent signer leur arrêt de mort au moment où les intérêts au moins ils sont désormais en porte-à-faux avec les intérêts qui les ont mis au pouvoir. Il n'y a pas 10 000 choses à faire. Il faut mériter d'avoir survivre à Déby, et je crois que c'est ça que les chefs d'État actuels de la CEMAC et de la CEAC doivent faire. Mériter de survivre à Déby. Et ceux qui mériteront de lui survivre, je crois qu'ils n'ont pas 10 000 choses à faire. Ils doivent mettre fin au franc CFA tout de suite et créer la monnaie de la CEAC, 10 pays. Ils doivent tout de suite mettre fin à l'OHADA et créer notre propre cadre de droit des affaires. Ils doivent tout de suite sortir de la francophonie parce que nous devons avoir une réaction ferme. Il faut sortir de la francophonie. Il faut mettre fin à la CEMAC, à l'UMAC, avec tout ce que cela comporte. Il faut rapidement créer le quartier général de la force multinationale, de la force armée de l'Afrique centrale pour sécuriser
nos frontières, créer également la force douanière de l'Afrique centrale, les 10 États, parce que nous ne pouvons plus continuer à y aller en rang dispersé. Nous ne pouvons plus continuer à y aller les uns face au bourreau connu, tout seuls, comme des gens qui vont à un abattoir, des agneaux qui vont à un abattoir alors qu'ils savent très bien qu'ils vont à un abattoir. Il est temps de fédérer nos forces pour pouvoir faire de l'Afrique centrale ce qu'elle est. Lorsque dans l'Antiquité, on disait qu'il y avait le char des dieux ici, dans cette zone, ce n'était pas par hasard. J'imagine quand même que les gens qui ont vécu ici 2000, 3000 ans avant nous connaissaient quand même ce qui se passait à cette époque mieux que nous. Et qu'ils aient dit qu'au Cameroun, il y a le char des dieux, ce n'était pas gratuit. Qu'ils aient dit que les 4 rivières qui arrosent la zone où le monde, les hommes, pour la première fois, se sont constitués de façon sociale solide, se trouvent dans cette partie de l'Afrique centrale. Ce n'est pas gratuit. Ils ont observé quelque chose à l'époque, ils ont observé quelque chose des centaines de millénaires, des dizaines de millénaires avant, et même certains racontent 200 000 ans avant. Nous devons préserver ces acquis, nous devons préserver cette zone. Et je crois que Déby, en parlant du pétrole, ce que beaucoup de gens n'ont peut-être pas compris, c'est que, vous vous souvenez, M. Ngos, nous en parlions ici, je crois que c'était l'année dernière, oui, les conséquences économiques de la crise sanitaire actuelle. Et lorsque vous avez des pays qui aujourd'hui se retrouvent avec des dettes qui ont grimpé en flèche et qui se retrouvent à 120, 150, 180%, 200% de leur PIB, ces pays-là cherchent des ressources partout. Et je crois que, sauf si on n'est pas au courant, mais il y a de nouvelles perspectives d'exploitation pétrolière et gazière au Tchad. Et je pense que le président Déby, 2 choses ont dû faire mettre sa tête sur le bio. La question du franc CFA, pour laquelle il militait de plus en plus ouvertement pour la fin, et il y a le pétrole tchadien. Lorsque vous avez besoin de pétrole gratuitement, vous avez besoin de gaz gratuitement, vous retournez, quand vous vous appelez la France ou l'Europe, vous retournez vers l'Afrique. Et vous venez en Afrique où vous n'achetez pas. Au Moyen-Orient, vous achetez. Quand vous prenez un baril de pétrole, vous donnez de l'argent en contrepartie. En Afrique francophone, quand vous prenez un baril, vous écrivez sur un document que vous avez pris un baril et bon, vous devez $10 ou $20 à ce pays-là. Et vous ne payez rien. À la limite, quand vous êtes gentil, vous mettez 50% dans le compte d'opération. Mais en réalité, vous retenez jusqu'à 85% parce qu'il y a une série de frais que les Africains ne connaissent, le grand public ne connaît pas. Et donc, au fond, le pays se retrouve avec à peine 10, 15 ou 20% de ce qu'il a gagné. Et je crois que le président Déby, après l'accrochage qu'il avait eu avec, dans le cadre du pipeline et dans le cadre du fonds de solidarité pour le futur, je crois qu'il avait décidé de voir les choses autrement. Et s'il y a une chose qui fera toujours problème dans les relations de l'Afrique avec l'Europe, et particulièrement avec la France, ce seront toutes les questions d'argent. Il faut les dire trivialement pour que tout le monde comprenne. C'est les questions d'argent. Alors, question d'argent, de richesse. Non, si vous dites richesse, c'est trop gros, ça paraît trop important. Argent. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez pas idée des querelles de chiffonniers que cela représente. C'est-à-dire que vous êtes parfois sur des discussions de quelques millions de francs CFA hein, entre ces États-là qui sont... C'est-à-dire vous vous demandez, mais comment des États arrivent à discuter, comment une puissance, un pays qu'on appelle être l'un des plus 10 premiers pays dans le monde, discute de millions de francs CFA avec un pays africain où toutes les images qui circulent dans son propre pays, celui qui est riche, sont des images de la misère la plus totale. Mais comment peuvent-ils discuter de millions de francs CFA? Mais là, je vous parle de choses comme par exemple ce que nous devons payer chaque fois qu'on commande les billets et les pièces de francs CFA. Oui. Donc, vous avez des arguties sur des détails qui sont quand même incroyables parce qu'on vous dit non, il faut qu'on envoie tel consultant et puis les Africains disent mais non, il ne faut pas du tout. Le problème, c'est que les Africains l'ont bien compris. Le Tchad représentait pas seulement un verrou sécuritaire, mais le Tchad a une position extrêmement importante en Afrique en ce moment. Le président de la Commission de l'Union africaine est tchadien. Le gouverneur de la BEAC est tchadien.
quand vous avez l'organisation continentale qui jouit du succès, du soutien d'un président, vous avez le patron de l'institut qui permet la présence d'un ancien colonisateur ou tuteur dans une zone et lui assure le contrôle de cette zone via le franc CFA, mais que c'est ce président-là qui critique cette monnaie, alors que c'est son compatriote qui dirige cette banque. Et de l'autre côté, vous avez l'Union africaine, c'est son compatriote qui est à la tête de l'Union africaine, mais il critique, parce qu'on l'attendait critiquer l'Union africaine sur un certain nombre de sujets. Alors, on en verra d'ailleurs des images tout à l'heure, hein, messieurs. Donc, vous constatez que ça devient quelqu'un qui sérieusement fait peur. On se demande, mais est-ce que ce n'était pas forcément l'allié dont on rêvait, parce qu'il a quand même toutes ces positions que son pays contrôle, mais comment se fait-il qu'il est le plus critique par rapport à tout ça? Ça ne veut peut-être pas nécessairement dire que les autres présidents de la zone CEMAC, par exemple, ne critiquent pas le franc CFA. Oui. Mais ça veut dire qu'ouvertement, il a pris position et il a porté ce combat sur la place publique. Dans ma réaction, vous me l'avez demandé. Ma réaction, je vous l'ai dit. Nous devons pouvoir nous assurer que chaque fois qu'un président africain meurt comme ça, qu'il y ait quelque chose qui change. Lorsque Sadat est mort, quelque chose a changé au Moyen-Orient. Vous le savez. Lorsque vous avez dans d'autres parties du monde des chefs d'État qui décèdent, quelque chose bascule. Lorsque Kennedy est décédé, quelque chose a changé complètement dans et a basculé justement et aux États-Unis. La mort de Kennedy a conduit à la loi sur les droits civiques et au changement sur les relations Est-Ouest. Lorsque vous avez des gens qui décèdent dans certains pays, lorsque vous avez un certain nombre de personnes qui décèdent dans certains pays, il y a des changements. Nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui en CEMAC, en Afrique centrale, de laisser la mort des Déby passer simplement comme un événement, oui, un événement insignifiant. La mort d'Idriss Déby doit être le moment de dire non, le moment de mettre fin, de reprendre ces combats qu'il menait et de dire, de reconnaître enfin publiquement qu'en réalité on le soutenait tous. Parce que je ne connais pas un seul chef d'État africain qui lui est particulièrement content, en tout cas de l'Afrique centrale, particulièrement content que la France garde officiellement 50% de nos recettes d'exportation dans son compte d'opération. Il n'y en a pas un seul. On a vu l'action du président Denis Sassou Nguesso avec la Chine, avec le yuan à l'époque. Vous vous en souvenez, quand il était allé signer un accord avec la Chine pour que désormais toutes les transactions avec la Chine se passent en yuan. Ou alors que ce soit uniquement par troc pour éviter qu'il y ait des transactions financières et que ça passe justement par le compte d'opération. Voilà. Donc, il y a eu ça. Vous avez la Guinée équatoriale qui est dans une dynamique de contournement de tout cela. On a vu que la Guinée équatoriale, pendant un moment, a placé ses avoirs dans d'autres banques qu'au Trésor français. Et ça leur a créé énormément de problèmes. Vous vous souvenez du procès de son fils, vous vous souvenez des tentatives de coup d'État qu'ils ont essuyées là-bas. Vous vous souvenez aussi, je préfère ne pas parler de la Centrafrique. Vous avez parlé de Mme Panza, des pressions qu'elle a depuis Mme Panza qu'elle a subies. Oui. Mais ça a été un déclencheur. Le problème, c'est que les Africains ne s'en rendent pas compte. Il est beaucoup plus difficile de manipuler une femme pour les Européens. Observez bien, ça a été très compliqué de manipuler Mme Panza. Et tout ce qu'on a pu faire, c'est de la chasser le plus rapidement possible. Donc, vous avez, je ne parlerai donc pas de la Centrafrique qui est d'ailleurs pratiquement sortie du giron français. Oui. Il reste peut-être le français pour d'autres choses, mais pratiquement sortie. Vous souvenez qu'au Cameroun, la BEAC, sous la pression du Cameroun, la BEAC a été obligée de demander à toutes les multinationales de rapatrier d'abord, qui exportent, de rapatrier d'abord le fruit de toutes les exportations avant qu'il y ait des sorties de fonds, mais que ce soit d'abord comptabilisé ici avant toutes les opérations internationales. Évidemment, ça courrouce les gens. Le grand public, peut-être, ne le voit pas toujours comme cela, mais ça courrouce énormément les gens. Vous vous souvenez au Gabon, qui a eu je crois que c'était une multinationale, je ne sais plus exactement laquelle, mais dont on demandait le redressement, je crois, autour de 400 millions ou 800 millions de dollars. C'était Total. Donc, vous vous en souvenez. Donc, il y a quand même des actions qui se passent dans chacun de ces pays. Le problème, c'est que c'est dispersé, en rang dispersé. Nous devons nous coaliser.
En réalité, il n'y a pas un seul pays au monde qui peut prétendre battre une zone qui a quand même 400 millions d'habitants. Vous croyez qu'il y a des gens qui peuvent se lever et venir dire que les 10 pays de la CEMAC, qui sont capables de les battre, de les raser de la carte comme ça? Donc, nous devons nous mettre ensemble. Et Déby nous a envoyé un message pendant cette campagne électorale. Vous devez savoir que le combat sera rude. Le combat sera très rude parce que, en réalité, les gens ont envie de travailler, de gagner, de vivre avec nos ressources sans les payer. Et nous devons être assez forts pour refuser cela. Pour refuser cela parce que nous avons des enfants, nous avons une population, nous avons quand même notre dignité. Et nous devons mettre fin à ce genre de choses. Et ne plus accepter que nos présidents soient assassinés comme ça et les gens viennent le maquiller sous la forme. On vous crée un coup d'État en plein 21e siècle, en plein 2021. C'est d'un archaïsme et d'une barbarie que vous n'imaginez pas. Allez, quand vous en parlez avec les gamins, je parlais avec des gamins au quartier. Il y a des jeunes gens qui sont des lycéens, ils ont 16 ans, 17 ans. Et puis ils me disent, mais monsieur, vous avez dit à la télé l'autre jour que il semble que c'était un coup. Je dis oui, c'était un coup d'État. Ils disent quoi, ça existe encore? Des gamins de 16 ans au Cameroun demandent, ça existe encore un coup d'État? Ils disent, mais attendez, mais il y a une campagne électorale aux États-Unis, on voit comment le président tourne. Même là-bas en France, on voit comment le président tourne, il fait la campagne. On voit par exemple au Canada, etc. On voit même ici, comment ça se passe en Afrique du Sud. Mais comment on dit qu'il y a les choses comme les coups d'État? Ça veut dire quoi? Il faut expliquer aux gamins de 16 ans au Cameroun ce qu'on appelle un coup d'État. Vous avez vraiment le sentiment que nous avons du temps pour ça? Nous avons du temps pour imaginer comment construire notre pays. On a justement l'impression qu'on n'a pas progressé, hein, docteur Yam, puisqu'on passe justement par des coups d'État. De perdre notre temps à faire ce genre de choses. Pire, qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants? Nous sommes en train de dire à des gamins de 17 ans, je les ai regardés et je me suis dit, mon Dieu, s'ils essaient de se projeter sur 20 ans, ils doivent certainement se dire que l'Afrique, c'est les coups d'État. Et vous êtes surpris qu'ils meurent en Méditerranée. Vous êtes surpris qu'ils meurent dans le désert. Vous êtes surpris qu'ils veulent partir. Nous devons nous assurer, la société civile, les hommes politiques, les intellectuels, les artistes, toute notre population, tout notre peuple d'Afrique centrale. Nous devons absolument prendre avantage de la mort d'Idriss Déby pour refaire totalement l'Afrique centrale et refaire l'Afrique. Pendant ce temps, docteur Yam, par les propos prononcés